Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié à l'éducation de demain, aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Au programme, aujourd'hui, on crée le déclic. C'est la promesse de l'association Énergie Jeune, provoquer des déclics psychologiques chez les collégiens. L'objectif, leur donner envie d'apprendre, tout simplement. Une méthode pensée par des chercheurs, des psychologues, des spécialistes du comportement. Depuis 2009, Énergie Jeune intervient dans les classes et constate d'ailleurs déjà l'impact sur les résultats scolaires de ses élèves et sur leur attitude vis-à-vis de l'école. On en parle évidemment avec Philippe Corda, le président et fondateur de l'association Énergie Jeune. Il est avec nous. Bonjour Monsieur Corda. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. J'aimerais revenir rapidement sur votre parcours, Philippe Corda, si vous le permettez. Vous êtes et faites beaucoup de choses. Vous êtes un entrepreneur d'abord, expert en stratégie et management, j'ai vu, expert en sciences du comportement également. Philippe Corda, c'est quoi le fil conducteur de votre carrière ? Le fil conducteur de mon activité, c'est de travailler à partir de la recherche, au départ les sciences des organisations et les sciences du comportement, économie comportementale, psychologie sociale par exemple, et de voir ce qu'on peut en faire d'utile. Alors pour les entreprises, ça c'est pour... Oui, initialement dans les entreprises. Et en fait, c'est à travers l'entreprise que je suis arrivé à l'éducation, parce que, ayant beaucoup travaillé avec des grandes entreprises sur l'engagement des salariés, qu'est-ce que la recherche permet de comprendre sur ce qui peut donner aux personnes au travail l'envie de s'engager encore plus dans leur travail. Moi, j'avais des enfants d'âge scolaire et je me suis demandé si ça pouvait... marcher sur eux. Voilà, exactement. Ça a commencé comme ça. Et puis, je faisais un peu de bénévolat dans le monde de l'éducation. J'ai eu l'occasion de parrainer une classe dans un quartier très difficile et je me suis dit, mais il y aurait vraiment quelque chose à faire. Est-ce que je ne pourrais pas imaginer un programme un peu ce qu'on fait dans mon cabinet de conseil pour des grandes entreprises, quelque chose qui se déploie largement. Je pourrais imaginer un programme avec des chercheurs, le donner à une association. Je n'ai pas trouvé d'association intéressée. Donc il fallait la créer. Donc j'en ai créé une avec l'aide de mes clients. Donc c'est une association qui a été créée avec l'aide d'un certain nombre d'entreprises. Donc créer le déclic chez les collaborateurs, le créer ensuite chez les élèves, chez les enfants. Je ne sais pas, il y avait quand même peut-être de votre part un constat de départ quand même aussi à l'initiative de cette association. Est-ce que vous constatiez que les jeunes manquaient peut-être de confiance en eux, qu'il y avait encore beaucoup d'inégalités scolaires également? Ça aussi, ce constat, vous l'avez fait? En fait, moi je suis du monde de l'entreprise, donc tout ça c'était des questions qui m'étaient complètement étrangères. Ouais. Et en fait, j'avoue que j'ai eu, donc c'était il y a une vingtaine d'années, un choc en suivant pendant un certain temps une classe dans un quartier très défavorisé. Et je suis rentré dans un monde que... Finalement, on vit dans des mondes un peu séparés. Et donc là, j'ai commencé à me documenter et j'ai pris conscience de ce que beaucoup de spécialistes et tous les enseignants qui sont dans ces quartiers savent, c'est effectivement la distance qu'il y a entre certaines familles et d'autres, entre certains enfants et d'autres. Et beaucoup de choses qui sont des évidences quand on grandit dans un milieu où les parents ont été eux-mêmes à l'école, etc., ne sont pas du tout évidents pour des enfants. Alors, dans les banlieues, nous, on a commencé à travailler dans les banlieues les moins favorisées, mais aussi dans des secteurs ruraux, par exemple, où il y a aussi beaucoup d'inégalités scolaires qui peuvent être réduites. Bon, le déclic, on va l'expliquer, comment le créer. On va rentrer évidemment dans le détail de la méthode. Juste pour qu'on se rende bien compte, Énergie Jeune, aujourd'hui, peut-être donner quelques chiffres. C'est quoi, ça représente quoi cette association? Combien de personnes y travaillent? Vous intervenez dans combien d'établissements? Voilà, juste pour qu'on se rende compte un tout petit peu. Ouais, voilà. Alors, nous, d'abord, Énergie Jeune est présent dans toute la France métropolitaine. On a des bureaux régionaux partout. On est présent aussi dans plusieurs territoires ultramarins, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Et on forme chaque année environ 125 000 enfants dans à peu près 5 000 classes et dans pratiquement 600 établissements scolaires, principalement des collèges. Et depuis peu, nous commençons également à travailler avec des écoles primaires pour prendre les gamins un peu plus tôt, en CM1 et CM2. Donc ce sont pratiquement 15 000 sessions que nous animons chaque année. On le fait avec évidemment des centaines de bénévoles, de volontaires, et avec des équipes dans toute la France, avec l'originalité d'avoir à la fois bien sûr quelques dizaines de salariés de l'association, mais aussi des dizaines de personnes qui nous sont détachées par des entreprises dans le cadre du mécénat de compétences, des gens qui viennent travailler chez Énergie Jeune, par exemple, pendant 2 ans, tout en étant payés par l'entreprise qui elle-même bénéficie d'un avantage fiscal pour ça. Et nous employons aussi un très grand nombre de jeunes volontaires en service civique. D'accord.
qui sont à la fois des personnes qui viennent nous aider à remplir notre mission sociale, mais que nous considérons comme notre second public bénéficiaire, puisque ce sont aussi des jeunes qui profitent de cette expérience pour apprendre, pour se développer, pour parfois clarifier leurs aspirations, leurs projets d'avenir. Et tous ces établissements scolaires qui jouent le jeu aujourd'hui, comment vous êtes allé les chercher, comment vous êtes allé toquer à leur porte, vous leur avez proposé votre méthode, comment vous avez été accueillis au global par la communauté éducative? Alors, globalement, très très bien. Alors, en fait, encore une fois, nous venons, moi et d'autres, on vient du monde de l'entreprise, donc on a mis en place une organisation commerciale, même si on ne vend rien, en fait, on ne facture rien à ces établissements, tout est gratuit, mais on prospecte. On prospecte par téléphone, on va voir les chefs d'établissement, on leur explique ce que l'on fait. Généralement, ils sont très intéressés. Quand on leur montre la qualité de la démarche, la qualité des supports et les preuves d'efficacité dont nous disposons, ils disent j'aimerais bien travailler avec vous. Et nous, on dit attendez, on voudrait rencontrer vos enseignants. Parce que si on n'a pas l'adhésion des enseignantes et des enseignants, ça ne marchera pas. Donc, on rencontre les enseignants. On leur propose aussi de les équiper avec des outils pédagogiques qui peuvent les aider à faire le relais, le suivi de nos actions. Voilà comment ça se passe. Alors, parfois, il arrive aussi que les établissements, bien sûr, nous appellent. Et donc, le plus souvent, on est content d'aller les voir, mais parfois, on ne peut pas aller les voir parce que, par exemple, ils sont trop éloignés de nos bases. Et on ne peut pas demander à nos bénévoles de faire des centaines de kilomètres. Donc, on cherche, je profite pour lancer un appel, on cherche des bénévoles pour couvrir encore mieux tout le territoire français. Alors, Philippe Corda, je crois qu'avec Énergie Jeune, vous intervenez dans ces collèges de manière très ponctuelle. C'est ça, il s'agit de protocoles très courts. Voilà, vous ne les suivez pas tout au long de l'année. On va peut-être commencer par ça. Combien de temps on met pour créer ce déclic? Alors, on suit quand même les élèves à travers différentes sessions et à travers aussi la collaboration avec leurs enseignants. Mais tout ce qu'on fait s'appuie sur la recherche. Ça, c'est vraiment le problème. Tout ce qu'on fait s'appuie sur la recherche. Donc, on transpose, on adapte et on améliore en permanence des protocoles dont l'efficacité a été prouvée dans des laboratoires de recherche dans différents pays du monde, y compris en France. Donc l'idée, c'est important de le préciser. C'est très important. Vous avez un comité scientifique. On a un comité scientifique de très haut niveau avec des chercheurs de différents pays. Il se réunit d'ailleurs le mois prochain avec Gabriel Oettingen qui vient de l'Université de New York pour participer à cette réunion. Notre nouveau président du comité qui est Grégoire Bors qui dirige un laboratoire très important au CNRS. Donc on a vraiment des compétences scientifiques extraordinaires qui sont réunies autour de notre projet. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on peut faire en très peu de temps et qui peut provoquer un déclic qui va avoir des effets durables. Et là, il y a des choses absolument incroyables. Un déclic, c'est quoi ? Par exemple, la recherche montre qu'une question fondamentale, c'est comment est-ce qu'un élève interprète quelque chose qui arrive. Par exemple, la professeure remet les copies d'un devoir de maths, vous avez 15, j'ai 7. Comment est-ce que je l'interprète ? Si je l'interprète de façon essentialisé, comme disent les spécialistes. Finalement, c'est moi qui ne suis pas fait pour les maths, c'est moi qui ne suis pas fait pour l'école. Je vais être démoralisé, je ne vais pas avoir envie d'aller en cours de maths, je vais peut-être sécher le cours ou je vais chahuter. Comme ça, si la prochaine fois j'ai 5, on ne pourra pas penser que c'est que je suis bête, c'est simplement... Bon. En fait, si cette interprétation, on arrive à la modifier, en se disant il n'y a pas des gens qui sont plus doués en maths que d'autres, en fait, il faut s'entraîner, c'est comme le foot, c'est comme les jeux vidéo, etc. Eh bien, il a été montré qu'en suivant un protocole de quelques étapes, dont par exemple une étape consiste à montrer des images de cerveau animés et en quelques secondes avoir une explication scientifique, mais très très courte, qui explique aux élèves une réalité, qui est... Le cerveau se développe avec l'apprentissage. Vous savez qu'un enfant gagne entre 1 et 7 points de QI par année d'éducation. Donc, quand on fait des efforts d'apprentissage, le cerveau se développe. Certaines parties du cerveau grossissent et les gamins voient ça. Et donc, plus on s'entraîne, plus on progresse. Le cerveau est un peu comme un muscle. Le simple fait déjà que l'enfant entende ça, c'est un changement de paradigme. Et ensuite, on amène les enfants, par exemple, à se demander est-ce que moi, j'ai des exemples de choses qui étaient compliquées au début, j'avais l'impression de ne pas être doué, et qui sont devenues automatiques ou faciles. Ah bah oui, tel jeu vidéo. Ah bah oui, telle chose, etc. Et donc, il modifie une représentation mentale, ce qu'on appelle une théorie implicite, la théorie de est-ce qu'on est doué ou pas doué, ou est-ce qu'au contraire on peut se développer. Et donc ils vont interpréter différemment la mauvaise note, et au lieu de sécher le cours ou de chahuter, ils vont se dire moi aussi je peux faire mieux.
Et voilà un exemple d'un déclic qu'on peut créer. Alors c'est un tout petit peu plus sophistiqué que ça dans la façon de faire, mais en gros voilà un exemple parmi d'autres. Parce que quand on regarde en effet le détail des ateliers que vous proposez, moi j'ai vu gestion de conflits, maîtriser ses émotions. En effet, on n'est pas du tout sur une aide sur les savoirs fondamentaux. Vous êtes véritablement sur un travail des compétences comportementales. L'idée c'est bien de donner envie d'apprendre, non pas de faire qu'un élève aura demain 17 en maths, même si c'est peut-être lié. On serait content que les élèves aient 17 en maths, même s'il y a d'autres buts aussi, d'autres choses intéressantes à faire dans la vie, bien sûr. On est effectivement sur un socle qui va permettre à l'élève d'être plus réceptif à l'enseignement de ses professeurs. On ne va pas nous faire plus de la même chose, plus de maths, plus de français, même si parfois le soutien scolaire c'est utile aussi, hein. Mais souvent on se rend compte que plus de la même chose donne finalement peu de résultats parce qu'il y a un socle qui n'est pas là. Et c'est un socle qui peut être un socle d'autodiscipline. Si le gamin ou la gamine ne se concentre pas, ne fait pas ses devoirs, ne cherche pas à participer en classe, on peut faire plus de cours. Et surtout, ces comportements-là d'autodiscipline, ils sont liés à un socle encore plus profond qui est un certain nombre de représentations mentales. Encore une fois, si je pense que dans la vie, on est fait pour l'école ou non, et quand je vois que vous avez 15 et moi 7, eh bien ça plus ça fait que finalement, j'ai aucune raison de travailler à l'école. Et plus je vais travailler, plus je vais me démoraliser. Donc il vaut mieux que je travaille moins. Vous voyez, et il suffit de changer cette représentation mentale. Et en fait, contrairement aux opinions, aux convictions qu'on peut avoir les uns les autres en tant qu'adultes sur des aspects politiques, religieux, moraux, etc. Et ça ne va pas changer. Là, on est sur ce que les chercheurs appellent des théories superficielles, des théories implicites. Ça n'a jamais été verbalisé, c'est pas profond, c'est pas lié à l'identité du gamin, ce qui veut dire que ça peut changer très vite. Ça, c'est hyper intéressant, mais vos volontaires, Philippe Corda, ne sont pas forcément des chercheurs, des scientifiques, des spécialistes du comportement. Pas du tout. Juste très rapidement, parce que le temps file, je voulais qu'on parle de l'étude, puisque vous avez réalisé aussi une étude d'impact pour véritablement constater que ça marche, votre méthode marche. Juste voilà, sur ces volontaires aujourd'hui, ils arrivent en classe, ils ont quoi? Ils ont des modules vidéo, ils sont formés, très rapidement. C'est que les volontaires n'ont rien à expliquer eux-mêmes aux élèves. Voilà. Ils vont faire vivre une expérience, ils vont animer des jeux, des travaux avec la classe, et tout ce que les élèves doivent entendre est encapsulé dans de courtes vidéos que nous réalisons spécialement en fonction des classes d'âge et même des milieux. C'est pas les mêmes vidéos exactement en banlieue et dans des secteurs ruraux, etc. Donc, et l'animateur, il a un guide très précis. Il est accompagné par un animateur expert ou une animatrice experte. Et voilà, ça c'est la première chose. À vous me posez la question de l'étude d'impact. Voilà, sur l'étude d'impact. C'est une étude qu'on n'a pas fait nous-mêmes, hein, qui a été faite par des grands experts de l'école d'économie de Paris, donc Normal Sup, Sciences Po, etc., et du Poverty Action Lab du MIT aux États-Unis, sur 23 000 élèves en échantillon randomisé, c'est-à-dire tiré au sort dans les mêmes collèges, 97 collèges de territoires défavorisés en France. Et en gros, ceux qui bénéficient de nos interventions ont un meilleur comportement, des aspirations plus élevées et des meilleures notes au contrôle continu, mais aussi au brevet de fin de collège sur lesquels il peut y avoir aucun biais. Donc nous avons la certitude que notre programme change des milliers de vies. Vous parliez tout à l'heure, vous lanciez un appel en 10 secondes, Philippe Corda. Demain, c'est quoi l'objectif? C'est de se déployer encore plus en France, d'avoir encore plus de volontaires, c'est ça? Oui, on a la chance, grâce à toutes les personnes qui nous ont aidés, à avoir aujourd'hui un programme qui change des vies. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas accessible à plus de jeunes? Il nous faut plus de moyens humains, mais c'est notre compétence avec les entreprises, bénévoles, dans tous les territoires français, demain sans doute encore ailleurs, mais déjà partout en France, y compris dans des territoires ultramarins que nous ne couvrons pas encore. Et il nous faut plus de moyens financiers pour payer du matériel, des locations de locaux pour entreposer, tout ce dont nous avons besoin pour une activité quasiment industrielle. 15 000 sessions de formation partout en France et outre-mer pour changer des vies. Merci Philippe Corda, on va terminer là-dessus. Je rappelle, vous êtes président et fondateur de l'association Énergie Jeune. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. À très vite, salut.